Toutes les municipalités de la région ont maintenant déposé leur budget. On est donc en mesure de savoir quel est l'impact de ces budgets sur le portefeuille des contribuables. Et j'en parle avec Félix Chouinard. Félix, bonjour. Bonjour, Martin. Félix, vous avez vérifié cette semaine les budgets des différentes municipalités. Vous nous dressez un portrait. Si on commençait par la ville de Baie-Saint-Paul. Oui, bien tout à fait. Comme vous l'avez dit, là, toutes les municipalités ont déposé. On peut s'attendre à une augmentation légère, là, du moins pour chaque municipalité. À Baie-Saint-Paul, on parle d'une augmentation d'environ 3 sous par tranche de 100 $ d'évaluation pour la taxe foncière. Évidemment, cela va s'ajouter avec les frais de service. Là. Oui. Est-ce qu'il y a des augmentations à Baie-Saint-Paul là-dessus? Oui, tout à fait. Encore une fois, assez légère. On parle d'un 4 $ là, au total sur les frais de service là, à Baie-Saint-Paul. Alors, vous avez établi, pour qu'on soit capable de faire les comparaisons, vous avez établi un comparatif avec une maison qui est évaluée à 250 000 $ dans chacune des municipalités. Qu'est-ce que ça donne à Baie-Saint-Paul? Exactement. Pour une maison d'environ 250 000 $ un prix médian, oui. Un prix médian, là. On parle d'une augmentation d'environ 86 $, pour être précis, 86 et 25 $. Donc, on passerait là, d'un compte de taxes en 2025 qui serait à 2 844 et 50 sous pour un compte en 2026 à 2 930 $ et 75 sous. Voyons maintenant la situation à Saint-Urbain. À Saint-Urbain, on parle d'une augmentation de 4 sous par tranche de 100 $ d'évaluation. Oui. Puis pour les services ici, bien, il n'y a pas de changement. On reste pareil, les prix demeurent les mêmes. Et quand on parle des services, on parle de quoi exactement, là? Bien, on parle de l'aqueduc, on parle du recyclage, des ordures, des égouts. C'est ces services-là que la Ville charge des frais là, aux gens qui résident sur son territoire. Donc, plus 100 $ pour une maison de 250 000 $ à Saint-Urbain. C'est exact. Là, on passe d'un compte de taxes en 2025 à 2 692 $ pour en 2026 aller à 2 792 $. Parlons maintenant de Petite-Rivière-Saint-François. On pense que c'est la municipalité la plus riche de la région. Est-ce que ça paraît sur le budget? Bien, effectivement, Martin, déjà dans son taux de taxation assez faible l'an dernier. Qui était à 53 sous, c'est ça? Exactement, qui était à 53 sous. Et ça, c'est le plus bas de la région? C'était le plus bas de la région. Et encore cette année, ça reste encore là, le plus bas de la région avec un 54 sous par tranche de 100 $, une augmentation d'environ 1 sou. Est-ce qu'il y a des augmentations au niveau des services? Parce qu'il y a de plus en plus de gens là, à Petite-Rivière qui ont besoin de services. Là. Ça construit beaucoup. Effectivement, mais non, on garde le même cap là, à Petite-Rivière-Saint-François avec des frais de service qui restent les mêmes. Qu'est-ce que ça donne au total comme différentiel pour une maison, bien sûr, toujours évaluée, une maison type qu'on a évaluée à 250 000, ce qui n'est pas très cher à Petite-Rivière. Ce qui n'est pas très cher. Puis dans ce cas-là, ce cas de figure, à 250 000 $, on ne parle pas d'une grosse augmentation, on parle d'environ 40 $ là, pour une maison, comme on l'a dit, à 250 000 $. Passons maintenant à la ville de Saint-Hilarion. Oui, à Saint-Hilarion, on passe d'un taux assez élevé, là, 89 sous par tranche de 100 $ l'an dernier, en 2025. En 2026, on passe à 91 sous du 100 $. Le différentiel est petit quand même, là. Le différentiel est petit, on parle de 3 sous. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a des augmentations également au niveau des services? Oui, il y a des augmentations au niveau des services. Là. On parle d'une augmentation de 65 $ au niveau de l'aqueduc, les égouts 22 $, puis les ordures, on est à un 6 $ d'augmentation. Tout ça donne un différentiel de combien pour une maison évaluée à 250 000? On parle d'une augmentation là, de 145 $, donc on passerait d'un 3 116 $, ce qui est très élevé, là, c'est la plus élevée. Pour une maison de 250 000? Pour la maison de 250 000. On passe en 2026 à 3 261 $. À l'île aux Coudres, c'est particulier parce qu'on fait face à un nouveau rôle d'évaluation, ce qui fait que dans ce qu'on a comme tableau, là, au départ, la taxe municipale diminue. Pouvez-vous nous expliquer? Exactement. Bien, à première vue, on penserait qu'on va payer moins cher là, à l'île aux Coudres en taxe municipale. On passe d'un 99 sous par tranche de 100 $ à 69 sous par tranche de 100 $. C'est quand même une baisse de 30 sous. Bien oui, un tiers. Exactement. Mais comme on va le voir plus tard, c'est le rôle d'évaluation qui est rentré cette année. Avant d'aller là, est-ce qu'il y a un différentiel au niveau des services? Est-ce qu'on ajoute des choses? Est-ce qu'il y a des nouveaux frais qui sont ajoutés? De légères là, augmentations au niveau des services. Au niveau de ordures et recyclage, on parle de 84 sous, donc c'est pas ici qu'on va vraiment augmenter. C'est pas là quelle est l'augmentation? Non. Expliquez-nous, comment ça se fait qu'avec un tiers de moins de taxes, on se retrouve
avec une situation un peu à la hausse. On vous écoute. Oui, bien exactement. Là, le prix des maisons, l'évaluation des maisons a grandement augmenté avec ce nouveau rôle d'évaluation à l'île aux Coudres. Okay. Donc, même en baissant le taux de taxe, on arrive à des chiffres là, pour une maison qui était évaluée l'an dernier à 149 800 $ et qui payait un 2 685,57. Bien, cette année, avec ce nouveau rôle, justement, on passe à une évaluation de 248 500 $, un compte de taxe à 2 918 et 4 sous, une augmentation de 232,47. Donc, l'augmentation des valeurs des propriétés a des impacts assez importants là, du côté de l'île aux Coudres. Oui, et je tiens à dire que ce calcul ici, Martin, était basé sur une réelle maison là, sur le chemin des Coudriers à l'île aux Coudres. Est-ce que c'est la même chose aux éboulements qui, eux aussi, viennent de revoir leur plan triennal? Pas leur plan triennal, mais le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation triennale, c'est ça? Exactement. On a une situation assez similaire là, aux éboulements, malgré que la baisse de taxes est moins grande. Là. On passe d'un 75 sous du 100 $ à un 62 sous du 100 $, donc une baisse de 13 sous. Est-ce qu'il y a des augmentations quant aux services? Quand on parle des services, je le répète, la aqueduc, égout, ordures, est-ce qu'il y a des augmentations de ce côté-là? Effectivement, on va parler d'environ 24 $ d'augmentation là, au niveau des services. Alors, qu'est-ce que ça fait comme différence au niveau de la taxe? Puis je pense que c'est particulier aux éboulements parce qu'on a des secteurs. Hein? C'est pas les taux différencient d'un secteur à l'autre. Exactement. Là, je vous parlais d'un 24 $ d'augmentation au niveau des services. C'est seulement dans le secteur des éboulements. Aux éboulements, la particularité, c'est que les prix des services changent d'un secteur à l'autre. Donc, on va parler dans la seigneurie d'une augmentation quand même de 47 $ pour les aqueducs, et de 5 $ pour les ordures, recyclage, matières résiduelles. Et à Saint-Joseph-de-la-Rive, on va parler d'une baisse de 21 $ pour les aqueducs, puis d'une augmentation de 5 $ pour les ordures, matières résiduelles, etc. Donc, ça varie d'un secteur à l'autre. On sait également que les évaluations varient d'un secteur à l'autre. Il y a des endroits où il y aura des augmentations, d'autres où il y aura des petites diminutions. Mais si on revenait avec notre calcul d'une maison type, là, quelle est l'augmentation que vous avez pu calculer? Oui, bien, aux éboulements, on a fait la même démarche qu'à l'île aux Coudres. On a pris une vraie maison, cette fois-ci dans le secteur des éboulements, là, sur le chemin du fleuve. L'an dernier, dans l'ancien rôle d'évaluation, elle a été évaluée à 191 900 $. Cette année, à 253 100 $. C'est beaucoup d'augmentation. C'est quand même beaucoup d'augmentation, puis ça va venir jouer sur le compte de taxes de cette personne-là. On parle d'un compte de taxes l'an dernier qui était à 2 097,25 pour être cette année à 2 251,22, une augmentation, le Martin, de 153,97 $. Alors, on vient de faire le tour, mais nous, on a compilé le tableau avec les différentes municipalités, les différentes augmentations que l'on rencontre. Qu'est-ce que ça nous dit, ce tableau, Félix? Bien, ça nous dit qu'effectivement, il y a des augmentations, et ce partout sur le territoire de la MRC, puis que ces augmentations-là, bien, la plupart du temps, ont des causes. Elles n'arrivent pas juste par la bonne volonté des municipalités. On parle ici d'inflation, qui, notamment, va se répercuter sur le taux de taxe, les frais de service. Mais on peut aussi penser, comme si on prend par exemple la ville de Baie-Saint-Paul, l'importance de la dette à Baie-Saint-Paul, les montants qu'on doit verser pour le service de la dette qui ont grandement augmenté. Bien influencé dans le budget. Exactement. Là, à Baie-Saint-Paul, on parle d'une augmentation de près de 30 % de la part des intérêts de la dette dans le budget. Nécessairement, ça se répercute sur les taxes. Donc, ça requiert plus de revenus. Exactement. En terminant, quand même, je pense qu'il est important de faire quand même, pas une mise en garde, mais de bien placer le tableau là, qu'on présente présentement. Il peut y avoir plusieurs interprétations sur le tableau. Bien, exactement. Comme on l'a rappelé là, au cours de notre discussion, Martin, là, la plupart des chiffres qu'on a fournis représentent des évaluations sur des maisons type de 250 000 $. On a établi une moyenne. On a établi une moyenne. Même, en fait, je dirais, on a pris ce chiffre-là pour l'amener à toutes les municipalités. Ce n'est pas le prix moyen des maisons dans chaque municipalité. Donc, on invite quand même là, les auditeurs à aller visiter le site web de leur municipalité ou même à écrire à leur municipalité pour obtenir là, ce budget et pouvoir comparer eux-mêmes selon l'évaluation de leur maison. Bien, merci, Félix Chouinard. Avec votre travail, on a au moins réussi à tirer un tableau pour être en mesure de présenter l'état de situation, là, puis combien ça coûte s'établir dans différentes municipalités de la région. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marie Takalak Ikakuk, Tajana Désir, Susanna Rocacruz, Véronique Champagne et Marie-Kate Ottawa. Ce sont les noms des 5 femmes qui ont été victimes d'un féminicide depuis le début de l'année.
Une triste réalité que les femmes derrière nous dénoncent mois après mois. Pour Flore Bruno du Centre des femmes de Charlevoix, ce début d'année tragique démontre l'importance de continuer mois après mois à se mobiliser pour dénoncer ces actes de violence. En 25 jours, 5 hommes ont tué leur femme, leur conjointe, leur ex-conjointe. C'est vraiment fâchant pour nous de sortir encore, puis cette fois-ci pour 5 personnes. Pour ces femmes et ces militantes, le travail de mobilisation et de sensibilisation en est un aussi récurrent que les violences faites aux femmes. À chaque mois où une femme est assassinée parce qu'elle était femme, les voix féministes de Charlevoix prennent la rue, à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie pour dénoncer la situation. Il y a du découragement puis de la frustration, certains, c'est sûr. Puis on lâche pas parce qu'on sait aussi que chaque fois on se rend visible, chaque fois que c'est médiatisé, il y a plus d'appels aussi dans les organismes qui s'occupent des femmes qui vivent la violence. Donc on sait que ces rassemblements-là, concrètement, ça va peut-être pas changer les lois, mais au moins, ça va ouvrir la porte, ça va encourager les femmes à appeler, à aller chercher de l'aide. Donc, on continue à être là, puis on lâche pas. Malgré tout, elle reste positive et appelle à une prise de parole plus large dans la société pour s'opposer aux situations de violence conjugale. La violence conjugale est vraiment quelque chose qui nous appartient, nous aussi. On a tendance à dire « Ah, c'est dans le couple, je ne me mêle pas de ça, c'est pas de mes affaires ». Mais non, il faut oser en parler. Puis au niveau du gouvernement, c'est sûr, ça prend plus de soutien pour les maisons d'hébergement, toutes les organisations qui viennent en aide des femmes, de leur famille. C'est certain que ça prend plus de financement. Il faut vraiment considérer la sécurité des femmes comme une priorité. Il faut comprendre qu'un féminicide, ça n'arrive pas d'un jour à l'autre. Il y a toujours eu de la violence. Dans 100% des cas, il y avait déjà de la violence dans la relation. C'était déjà su par la femme, les enfants ont été témoins, la sûreté souvent est déjà au courant, l'entourage est au courant des comportements de ces hommes-là. Il faut vraiment, c'est important d'en parler quand on est témoin, même si on n'est pas certain, d'appeler SOS Violence conjugale ou d'autres organismes dans Charlevoix, de vraiment prendre la peine d'en parler puis de le nommer parce que c'est ça qui va mettre les femmes en sécurité puis c'est ça qui va sauver des vies pour vrai. Là. Avec un maire comme Emmanuel Deschênes, il est évident qu'on va entendre souvent parler des éboulements au cours des prochaines années. Et pour faire le tour des dossiers, j'ai le plaisir de l'accueillir en studio. Emmanuel Deschênes, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit depuis les élections. Vous avez un nouveau conseil de ville aux éboulements. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est une nouvelle dynamique qui s'est installée. Si on se rappelle aux élections, je voulais avoir des élections aux le plus de points de vue possible. Le plus de points de vue possible. Je voulais que les gens aient un choix à faire, puis ils ont vraiment fait un choix. Puis ce qui est plaisant, c'est que tous les candidats ont fait campagne électorale. Ils sont allés voir les électeurs. Oui. Ils ont vendu le salaire. Puis qu'est-ce que ça crée comme nouvelle dynamique au conseil? Ça crée une nouvelle vision, ça crée une nouvelle vision. Se rallier à des buts communs, vouloir se démarquer, vouloir faire en sorte que les éboulements rayonnent. Puis, quand tu arrives à une élection, au bout de 4 ans, bien, tu viens comme renouveler le conseil, puis ça amène une nouvelle dynamique. Comment ça a joué, ça, dans la préparation de votre budget? La préparation du budget, ça l'a fait qu'en sorte que, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que moi, là, j'ai terminé le mandat, l'ancien mandat, j'avais pas été brusqué les affaires. Vous êtes arrivé 18 mois avant les élections. J'ai continué ce qui était en cours, puis il n'était pas question je continuais le mandat à Pierre Tremblay, puis c'était ça, je continuais ce qui avait été enclenché. Puis là, vous avez changé des choses au budget. Puis là, vu que là, présentement, c'est les nouvelles élections apportent une nouvelle dynamique, bien là, ça fait que là, dans le fond, c'est le mandat Emmanuel Deschênes. Fait que nous, cet automne, quand on a commencé à travailler le budget, bien, on a recentré le budget sur une nouvelle façon de percevoir les choses. Ce qu'on s'est aperçu, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de marge de manœuvre.
notre marge de manœuvre est tributaire à des facteurs qu'on ne contrôlait pas. Exemple, taxe de mutation. C'est toutes les transactions qui se font aux éboulements. Ça vient en sorte que le nouveau rôle d'évaluation a bondi de 31 Ben oui. Bien, fait en sorte que dans notre budget, on mettait un montant pour la taxation de mutation, pour la taxe de mutation. OK. Et on était dépendant de cette taxe-là. Fait que si on dégageait des surplus, c'est à cause qu'il y avait eu beaucoup de transactions. OK. Il faut le dire, là, taxe de mutation, C'est la taxe taxe qui est appliquée lorsqu'une maison change de propriétaire. Exactement. OK. Exactement. Fait que là, nous, là, dans le fond, là, on se donne... puis- Donc, c'était ça qui faisait que ça balance pas, puis qu'on a un petit surplus. C'est ça, exactement. On était dépendant de ça. Fait que en n'ayant pas de marge de manœuvre, fait que chaque dépense était... si tu n'avais pas l'argent pour la fête, tu étais obligé d'aller en règlement d'emprunt. Le plus bel exemple là, que je peux vous donner de ça, là, c'est les pompiers. Bon. Oui, tu vas acheter, disons... un camion-pompe, 300 000. Pas un camion-pompe. C'est, disons, un habit de pompier. Ça coûte environ 7 500 $. OK. Un habit de pompier, Un habit de pompier, OK? OK. T'en as, disons, 7-8 à acheter, OK? Oui. Fait que là, quand tu n'as pas de marge de manœuvre, ça veut dire que là, tu es obligé de l'envoyer sur le règlement d'emprunt par appui. Oui. Faire en sorte que tu payes cet habit de pompier-là sur 15 ans. Ben, Donc, tu le payes 2 fois. tu le payes 2 fois. Tandis, Avec les intérêts, c'est ça, là, chaque exactement. année. Tandis que la nouvelle façon de penser le budget, là, c'est qu'on va dépenser l'argent qu'on va avoir, mais on va le savoir avec quel argent qu'on va avoir. Comme là, les surplus, on les extrapolait. Tandis que là, l'an prochain, là, le montant qu'on va avoir en surplus, là, c'est ce montant-là qu'on va investir dans nos projets. Exemple, si, mettons, il faut acheter 4 habits de pompiers, bien, on n'aura pas besoin de l'envoyer En emprunt? En emprunt, on va le payer. Mais vous dégagez comment cette espèce d'argent comptant? On appelle ça du cash flow, là, comme On tel, appelle là. ça du cash flow. Vous dégagez ça comment? Dans le fond, là, on est allé avec la nouvelle valeur foncière là, qui nous a donné 31 de plus de rôle d'évaluation. Qui est énorme. Qui est énorme. On a baissé notre taux de taxation au niveau pour venir refléter nos besoins municipaux. Et puis, dans le fond, là, la taxe de mutation, il y avait un montant de 150 000 $ qui était prévu au budget pour qu'on extrapole une moyenne des 3 dernières années. Fait que là, dans le fond, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on c'est pas 150 000 qui est dans le budget, c'est 100 000 qui a de budget de prévu pour la taxe de mutation. Puis on a enlevé la taxe complémentaire. La taxe complémentaire dans le budget, là, ça, c'est à toutes les années, là, à peu près 4-5 mois. C'est quand les gens font une rénovation de maison, l'évaluateur de la MRC va le permis municipal. Il nous envoie une petite notice comme de quoi que notre valeur foncière a augmenté. Fait que ça, on ne l'a pas mis dans le budget. Fait que là, dans le fond, là, ces deux éléments-là, fait que dans le fond, l'an prochain, bien, cette année, ça mettons, là, on a mis 100 000 de taxes de mutation. Ça mettons, comme la dernière année, là, on frise de 300 000 de taxes de mutation qu'on a eu. Fait que ça mettons, là, on a 200 000, on va dire, de taxes de mutation dans la prochaine année. Vous avez juste 100 000 de budgété. Oui, on a juste 100 000 de budgété. Fait que là, on va avoir un 100 000 de surplus qui va se dégager. Puis avec ce 100 000-là, c'est là qu'on va venir faire nos projets puis arrêter d'aller en règlement d'emprunt tout le temps. Pour le propriétaire d'une résidence, là, les augmentations de taxes municipales, ça représente quoi dans votre municipalité sur l'exercice? Il y en a que c'est moins 10 puis il y en a que c'est 22 d'augmentation. Ouais, mais... Ça joue en ça. Mais la moyenne est environ entre 9 et 10 qui est quand même assez important comme augmentation. Ben oui, c'est très important comme augmentation. Si on compare aux autres, aux autres municipalités. Puis il n'y a pas juste ça aussi. Là, comment vous expliquez ça? On explique ça parce qu'il y a eu des rentrées gouvernementales moins hautes qu'on n'a pas été capable de budgéter. On va impliquer une planification stratégique avec une nouvelle ressource dans les bureaux, le coût de la vie, Est-ce que cette augmentation-là va vous permettre de réaliser vos projets? Vous me parliez d'un nouvel hôtel de ville, d'une nouvelle caserne, d'une maison des jeunes. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que ça a comme impact là, sur vos grands projets? Les nouveaux projets, dans le fond, là, en recentrant le budget de la nouvelle façon, en enlevant la taxe de mutation et la taxation complémentaire, va faire en sorte là, qu'on va venir renforcer la fondation. Ça veut dire que là, on a mis un WOP... une pause sur Non, un pas de recul. OK. On a mis un pas de recul. Si on ressort les entrevues antérieures, je disais que c'était un programme sur 10-12 ans. Oui. Mais là, ça ne sera pas sur 10-12 ans, ça va être sur 12-15 ans.
Juste le temps là, de reculer, solidifier la fondation, dégager les marges de manœuvre qu'on espère, venir éponger le prochain rôle d'évaluation, ce que les évaluateurs de la MRC nous ont averti, que dans 3 ans, que ça va être un copier-coller, même plus. Fait qu'on s'attend entre 30 et 40 d'augmentation. Encore, parce qu'ils nous ont monté les transactions depuis les 18 derniers mois, puis c'est encore exponentiel. Fait que là, on sait que le prochain rôle d'évaluation, il va être très élevé. Fait que là, ça va nous permettre de venir absorber cette hausse-là, pour venir mettre ça au minimum. Fait que là, dans le fond, cette année, là, c'est un gros coup à donner. Puis après ça, là, en théorie, là, je parle bien en théorie, nos prévisions font en sorte que là, ça va rouler année après année. On va y avec nos surplus. Fait que si une année, on a 200 000 pièces de surplus, bien, on va faire notre budget avec le 200 000 de surplus. Si on a juste 100 000, bien, on va y aller avec 100 000. Mais vous allez éviter les règlements d'emprunt. On va les éviter le plus possible les règlements d'emprunt. Puis cette année, on les a baissés. On est parti de 1,5 million à 600 000. Fait qu'on a vraiment donné vraiment pas de recul pour donner une chance pour la suite. Monsieur le maire, j'aimerais comprendre votre position sur les pompiers. On apprend là, qu'il y a des municipalités qui reculent, Petite-Rivière se retire. Là, vous annoncez que là, peut-être avec les municipalités voisines, vous voulez avoir une nouvelle fusion. Qu'est-ce que ça pourrait vous donner? Puis comment vous vous placez là, dans le dossier des pompiers? Au niveau des pompiers, là, la proposition faite par l'an dernier ne fonctionne pas. Pour le moment, elle ne fonctionne. Elle ne peut pas avancer dans les paramètres qu'on a déterminés. Dans le fond, c'était peut-être... les vœux pieux du printemps dernier étaient peut-être trop gros. On s'est approché avec... C'est pas tous les services d'incendie qui sont au même diapason. Quand on a vu ça, on a gardé la firme Carium. Puis là, nous autres, ce que c'est qu'on s'est dit... Ça, c'est la firme qui a réalisé... La première étude menant au projet de fusion. Puis qui nous aide dans ce dossier-là. OK. Fait que dans le fond, là, moi, là, j'ai dit... Ce que moi, je crois à cette fusion-là. J'y crois encore les 6. Mais c'est sûr et certain que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais... il ne faut pas s'argonner dans le nombril. Tu sais, les pompiers, là, c'est pas rose pour tout le monde. C'est des enjeux qui sont extrêmement difficiles pour tout le monde, côté argent, côté gestion, côté... ça coûte cher des pompiers, ça coûte cher des pompiers. Puis les problèmes qu'on a prédéterminés l'an passé, bien, ils sont encore là. La formation, pas d'achat en commun. C'est encore tout là. Fait que là, nous, dans le fond, si je prends pour les éboulements, vu que j'ai essayé de démontrer un leadership là-dedans, nous, ce qu'on a, quand on a des gros feux comme la semaine passée aux éboulements, on a de l'entrainte automatique qui vient. Fait que nous, là, Saint-Hilarion vient chez nous. Nous, on va à Saint-Hilarion. Oui. C'est ça pour toutes les municipalités de la région. C'est pour toutes les municipalités. Baie-Saint-Paul vient nous aider. Oui. On va aider Baie-Saint-Paul. Au fur et à mesure des alarmes, là, si vous avez besoin de plus de Baie-Saint-Paul a un statut particulier, c'est la ville-centre. Oui. C'est un gros service d'incendie. Ils ont une structure qui est quand même assez bien rodée. Mais là, vous proposez quoi? Qu'est-ce que la firme vous propose avec les trois municipalités? On ne sait pas encore ce qu'ils nous proposent. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le maire et les directeurs généraux, on va se rencontrer dans les prochaines semaines pour faire justement le bilan. Là, vous voulez sauver de l'argent, c'est ce que je comprends. On veut sauver de l'argent, puis on veut solidifier notre structure. Fait que la firme Carium va nous aider là-dedans. C'est embryonnaire. Ça se peut, là... Vous êtes en train de réouvrir le dossier. Oui, bien, on continue le dossier, mais sur une forme différente. OK. C'est carrément ça. Puis il ne faut pas que personne ait peur, là. Je veux dire, nous, là, les maires, on va se rencontrer avec les directions. Puis ça se peut, là, qu'à la première rencontre, là, que ça arrête là. C'était possible qu'on n'est pas capable de continuer, puis ça se peut que ça avance. Mais ça, là je fais on va savoir ça dans les prochains mois? On va savoir ça aussitôt qu'il y a du nouveau. Vous allez être tenu au courant. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique vous a appelé concernant votre sortie sur la Sûreté du Québec qui augmente ses tarifs puis qui ne vous promet pas plus de services? Je vous écoute là-dessus. Le ministre ne vous a pas appelé? Là. Non, le ministre ne m'a pas encore appelé. Je sais que les sorties médiatiques se rendent au ministre. Ça, je le sais. Donc, il y a une utilité à ça. Il y a une utilité à ça. OK. Est-ce qu'il m'a parlé directement? Non. Il m'a pas parlé directement. Non, ce que je veux, là, ce qui est clair, là, c'est qu'au niveau de la Sûreté du Québec, là,
T'sais, si on prend aux éboulements, le service de la Sûreté du Québec, là, il est quand même correct. Il n'y a pas d'enjeu de... Vous ne vous plaignez pas du service? Le service donné par les policiers dans Charlevoix là, sont excellents. OK. Ça, là, c'est pas... J'ai pas un mot à dire. C'est quoi le problème? Il coûte cher? Le problème, c'est qu'il y a une tarification qui est basée sur un calcul savant qui rentre dans une feuille de 8,5-14. Pas 8,5-11, 8,5-14, OK? Oui. Qui est dans un langage extrêmement complexe. OK? Êtes-vous en train de me dire que vous ne comprenez pas comment... Je le comprends, mais je ne suis pas capable de l'expliquer dans des mots simples parce que c'est extrêmement dur. Ça se base sur le territoire, c'est le nombre de kilomètres? Ça se base sur la RFU, ça se base sur la population, ça se base sur le nombre de postes de police qui sont limitrophes. C'est un calcul qui est extrêmement savant. Puis là, moi, ce que je veux, c'est que le ministre, quand il siège à Québec, qui viennent aux éboulements, on va le recevoir en grand. Aucun problème pour ça. Pour se faire expliquer. Pour venir expliquer à ma population aux éboulements, oui, comment est-ce que ça marche le calcul. Parce que pourquoi est-ce que notre valeur foncière augmente puis la facture augmente? Puis on entend dans la province de Québec, à Partenay, qui font des coupes administratives. Il y a quand même une rentrée d'argent qui arrive naturellement, sans aucune... sans rien, sans aucun mot à dire. Puis on veut savoir ce qu'ils font avec cet argent-là. C'est rien que ça qu'on veut savoir. Puis en même temps, quand tu vas venir aux éboulements, ben ça va être... Vous avez d'autres dossiers à discuter avec lui, là. Oui, mais quand on va parler de la péréquation de la Sûreté du Québec, bien, ça va s'appliquer à Saint-Aimé-des-Lacs, à Saint-Urbain, à Saint-Hilarion, à Baie-Saint-Paul, ça va s'appliquer à tout le monde. Fait, il va venir une fois, il va crémer un message pour monsieur, madame, tout le monde, dans un langage que tout le monde comprend, puis ils vont pouvoir prendre cette clip-là, puis la diffuser partout au Québec. Fait que toute l'explication va être expliquée, puis ça va être bingo. Monsieur le maire, en espérant que votre suggestion recevra une oreille attentive au ministère de la Sécurité publique, merci d'être venu faire le tour des dossiers. Ça me fait plaisir. Puis au plaisir de vous accueillir. Parfait, merci. Le cinéma est de retour dans Charlevoix. Réunis dans l'église de Saint-Irénée, près de 150 personnes sont venues assister à la première diffusion du Ciné-Club Charlevoix. Un tout nouveau club fondé par José Tremblay et Hélène Simard, souhaitant étancher la soif filmique des cinéphiles de la région. Où j'habitais avant, il y avait aussi un ciné-club que je fréquentais à l'occasion. Je trouvais ça super intéressant, l'offre qui était là, puis tout ça. Puis quand je suis arrivée ici, pour constater qu'il n'y avait pas de cinéma, j'étais comme, bien voyons donc, ça se peut pas, là, il faut en faire un. J'ai fait des démarches et c'est comme ça là, que je me suis mis en contact avec l'Association des cinémas parallèles du Québec. C'est un organisme qui chapeaute 72, 73 ciné-clubs au Québec. Puis il y en a partout dans le Québec, mais il n'y en avait pas dans Charlevoix. Alors j'ai dit, bon, ben, c'est l'occasion d'y remédier. On a eu bien de la peine quand le cinéma de la Malbaie a fermé ses portes, parce que je suis vraiment quelqu'un qui va beaucoup au cinéma. Puis j'en parlais souvent à Mme Odile Comeau, que je ne comprenais pas que personne reprenne ça, le cinéma ici. Fait qu'à un moment donné, ben, Odile a fait 1+1. Elle savait que José avait des plans pour ça, puis elle savait que moi, j'avais envie de ça, fait qu'elle nous a mis en commun. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que j'ai débuté l'histoire. Si la région n'en est pas à sa première initiative pour rendre la cinématographie plus accessible aux Charlevoisiens et Charlevoisiennes, Mesdames Tremblay et Simard espèrent que la formule Ciné-Club saura perdurer. Elles manifestent d'ailleurs leur désir d'adapter la formule à la clientèle locale et ses besoins pour en faire quelque chose de plus périn. C'est sûr qu'on se pose plein de questions sur la clientèle, l'offre de cinéma à présenter, tout ça. Puis c'est aussi beaucoup pour ça qu'on présente aujourd'hui, que ça débute aujourd'hui, mais sur une période de 6 mois, qu'on veut faire un genre de projet pilote, justement pour tester des choses, sonder les gens, avoir leur opinion. Tout est ouvert, là, dans le fond. On débute, on veut partir du bon pied, puis on veut que les gens viennent aussi. Donc, je pense que c'est vraiment de s'adapter aux besoins qui est là. Puis jusqu'à maintenant, c'est clair que le besoin a été confirmé. Là, est-ce que c'est un créneau spécifique? Est-ce que c'est des horaires, des films? Ça reste à déterminer. Le Ciné-Club présentera un film par mois en provenance du Québec ou de l'international. Les billets se vendent au coût de 10 $ et une carte de membre peut être obtenue pour 50 $ afin d'assister aux 6 représentations du projet pilote. On va présenter des films de partout, des films québécois, internationaux,
pour le moment, c'est ça. Comme José disait, on est en période d'essai, fait qu'on va essayer toutes sortes de choses. On va même essayer probablement un film avec des sous-titres, juste pour voir l'intérêt des gens, des cinéphiles. Mais on n'est pas fermé. C'est sûr qu'on n'est pas dans le blockbuster américain. Comme on dit souvent pour rire, on ne passera pas de film de super-héros. Mais je pense que c'est vraiment besoin dans Charlevoix, le cinéma. Mais je pense qu'on le voit aujourd'hui par l'assistance. Là. On ne pensait pas qu'il y aurait tant de monde que ça. Tourisme Charlevoix et Sentier Québec-Charlevoix annoncent un projet conjoint pour une posture régionale quant à la gestion du réseau des randonnées pédestres dans la région. Nous recevons aujourd'hui Claudia Villeneuve de Tourisme Charlevoix ainsi que Justin Verville-Allary de Sentier Québec-Charlevoix pour en parler. Bonjour. 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 Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce que cette initiative-là, d'où ça part, pourquoi on veut faire un plan de gestion régionale des sentiers pédestres? Oui, avec plaisir. Bien, dans le fond, c'est une démarche qui nous est apparue à travers plusieurs constats qu'on a réalisés au courant des dernières années. D'abord, depuis 2017, le Tourisme Charlevoix réunit les gestionnaires de sentiers dans des rencontres d'échange, par exemple sur les défis, les enjeux, les saisons à venir, les achalandages qui se passent dans les sentiers et tout. Et dans le cadre de ces rencontres-là, on fait venir souvent des gestionnaires ou des projets ou des démarches similaires qui se passent dans d'autres régions. Puis on a reçu, dans le cadre de ces rencontres-là, Nadia Fredette, qui est chargée de projet pour une démarche similaire en Estrie, donc une démarche de vision régionale des sentiers pédestres dans cette région-là. Puis on a senti qu'il y avait un super bel écho de la part des acteurs. D'abord, je pense qu'il y a un constat de mobilisation des acteurs qui s'est confirmé là, autour d'une démarche comme ça. Ensuite, bien, je dirais que le produit de randonnée pédestre est excessivement attractif au niveau touristique pour la destination. On est dans les meilleures régions au Québec pour ça, non? Exactement. On est la deuxième région, en fait, la plus prisée pour la pratique de cette activité-là, selon une récente étude de 2024 là, qui est sortie, qui a été menée par Touriscope et Rando Québec. Donc, forte attractivité touristique, mobilisation des acteurs. Puis ensuite, bien, je pense que aussi, j'oserais dire que c'est une fierté régionale, hein, nos sentiers de randonnée pédestre, on en est fiers, puis ça apparaît, là, tu sais, on aime ça faire découvrir nos montagnes, nos petites promenades et tout à nos familles et à nos amis. Donc, une fierté régionale aussi. Puis je rajouterais dans le fond que finalement, l'opportunité s'est présentée à nous de financer ce genre de démarche-là à travers le plan montagne. Donc, c'est une enveloppe que nous avons reçue en 2022 et qui vise vraiment à développer un tourisme de montagne accessible, résilient, 4 saisons. Et pour lequel, nous, on a encore une fois consulté les acteurs de différentes zones d'intervention qu'on avait ciblées. Puis le constat est encore une fois apparu là, à nous dans le cadre de ces rencontres-là, puis de ces concertations-là, comme quoi il y avait vraiment une nécessité là, de mieux s'harmoniser au niveau de la gestion de nos sentiers, d'améliorer la connectivité de ceux-ci. Bref, je dirais vraiment que c'est une série de constats là, qui nous ont menés à cette démarche aujourd'hui. Cet écho-là, cette nécessité-là, est-ce que ça a rapport avec la condition actuelle du réseau? Moi, je prends, par exemple, là, une phrase qui est dans le communiqué que vous avez fait parvenir, que votre proposition, votre projet vise à assurer la pérennité, la cohésion, la qualité du réseau des sentiers pédestres. Justin, vous qui êtes à l'organisme un peu terrain de tout ça, est-ce que les sentiers pédestres de Charlevoix est en péril? Je n'irais pas à dire au point qu'ils sont en péril, mais clairement, si on veut que le réseau reste ce qu'il est et même qu'il continue de s'améliorer, il faut quand même qu'on se pose des questions puis qu'on trouve des solutions aux différents enjeux. Claudia l'a nommé, depuis 2017, les acteurs autour de la gestion des sentiers pédestres, on se rencontre, on discute, on partage nos enjeux, mais dans les dernières années, même s'il y a eu des belles initiatives comme le guide des sentiers pédestres, ça reste qu'à un moment donné, on arrive un peu à faire la liste d'épicerie des problèmes, puis les solutions, bien, des fois, il manque comme une harmonisation, un geste plus fort au niveau de la région pour aller plus vite, puis vraiment s'entendre sur des actions concrètes là, qui permettraient de régler ces problèmes-là qui nous restent. Au niveau des enjeux, on en a entendu parler dans les médias, mais il y a eu quand même une augmentation de l'achalandage, puis on s'est rendu compte qu'il y a certains sentiers qui n'avaient pas nécessairement été aménagés pour recevoir ce type d'achalandage-là, puis qui se sont dégradés. Il y a aussi de plus en plus des droits de passage qui deviennent fragiles. Donc, en fait, il y a à peu près 20 du réseau qui est sur des terres privées.
Donc, c'est des propriétaires terriens. Il y en a une centaine dans la région de Charlevoix qui permettent le passage. Donc, ces propriétaires-là, des fois, bien, ne sont pas tout le temps satisfaits nécessairement de comment ça se passe. Donc, il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. Donc, il n'y a pas nécessairement un péril, mais il y a quand même des enjeux puis des points d'attention à avoir. J'imagine qu'on peut penser là aussi à l'explosion des frais de sauvetage qu'on voit dans la MRC voisine là, de Charlevoix-Est. Bien, effectivement, ça fait partie des enjeux dans le sens où, quand on constate une augmentation, on constate, mais on accueille une augmentation de l'achalandage, bien, on se retrouve à avoir toutes sortes de pratiquants, des personnes qui ont peut-être moins d'expérience, donc qui se lancent, puis effectivement, qui peut-être peuvent se retrouver plus facilement en situation problématique, mais aussi juste par le nombre. Donc, c'est statistique. Donc, plus on a de gens, plus on accueille de gens, plus on risque d'avoir des sauvetages. Mais il y a quand même des actions qu'on peut faire pour prévenir certaines de ces situations-là, même s'il va toujours quand même avoir des sauvetages à faire. Ça reste qu'il y a peut-être des améliorations à faire, par exemple, au niveau de la signalisation, au niveau des plans d'intervention d'urgence, au niveau de la sensibilisation en amont. Donc, c'est sûr que... Dans ce plan-là, dans votre projet, là, il y a 3 grandes étapes, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ces 3 étapes-là, qui vont être à venir dans les prochaines années, de ce qu'on comprend? Oui, exactement. Mais dans le fond, oui, 3 grandes étapes. D'abord, un état des lieux. Je pense que c'est important de bien faire la caractérisation de notre réseau, de savoir le nombre de kilomètres, les limitations géographiques aussi, les connectivités qu'on a avec des régions limitrophes à la nôtre. Donc, de vraiment prendre le temps de contextualiser les enjeux et les défis qu'on connaît déjà puis qu'on a documentés. Donc, de prendre vraiment le temps de réaliser ça. Ça, je dirais que c'est un document évolutif là, qui va continuer de se modifier avec le temps puis au fil des rencontres et des années et des développements. Ensuite, bien, il y a la politique régionale. Donc, la démarche s'appelle une vision régionale, mais ce qu'on veut au final, c'est d'avoir un document, donc une politique qui va venir vraiment circonscrire la vision qu'on est en train de se donner. Les valeurs qu'on est en processus de déterminer puis de cibler, puis les principales orientations là, qui seront priorisées là, au niveau du développement. Puis par la suite, bien, on veut aller au-delà d'une politique. Là. Ce qu'on veut, c'est d'avoir vraiment un plan atterri avec des actions concrètes, des porteurs de projets qui seront des responsables de projets ou des responsables d'actions qui seront ciblés. Donc, éventuellement, ça viendra là, peut-être plus au courant de l'année 2027, là, dans cet horizon-là, au cours du déploiement. On veut harmoniser les pratiques à travers la région, si je comprends bien. Exactement. Donc, on souhaite vraiment donner une réponse collective à des enjeux collectifs qu'on vit au niveau de la région. Là. Il y a un sondage qui a été mis à la disposition des citoyens et des randonneurs, si je ne me trompe pas, pour essayer de... C'est dans cette première étape-là d'état des lieux, si je comprends bien? Oui, bien, en fait, l'état des lieux, il y a déjà eu des rencontres. En fait, on a plusieurs comités. On veut vraiment s'assurer d'entendre tout le monde, les différents groupes qui sont concernés par les sentiers. Donc, évidemment, les gestionnaires, mais aussi les municipalités, MRC, et ultimement, la population locale. Quelle pratique peu, voire pas, ou beaucoup de randonnées. Donc, il faut se rappeler que oui, les sentiers, c'est une attraction touristique au niveau de la région, mais c'est aussi une infrastructure importante, à même titre qu'un parc dans une municipalité. C'est une infrastructure de proximité pour que les gens sortent dehors, se maintiennent en santé. Oui, c'est pas juste pour les touristes, là. Exactement. Donc, le sondage, c'est un des outils pour aller chercher justement l'opinion des gens par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils voient comme enjeu, mais aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme développement par rapport au futur des sentiers, parce que, bon, il y a des enjeux, mais aussi des opportunités. Il y a encore un engouement, il y a encore des kilomètres de sentiers qui se rajoutent chaque année. Donc, qu'est-ce que les gens aimeraient voir dans les prochaines années? Puis, aussi au niveau de la concertation, au-delà du sondage, bien, on a un groupe, on va dire, on appelle le comité consultatif. C'est un peu notre groupe de sages qui se veut un peu représentatif des différents groupes, si on veut, qui ont intérêt par rapport aux sentiers. Pour vous donner un exemple, on a la CEPAC, on a GAEP, qui est un organisme d'éducation à l'environnement, la région de biosphère. On a aussi le CIUS, pour tout ce qui est le volet au niveau de la santé, le Centre de services scolaires, les MRC. Donc, et les ZEC aussi qui sont représentés là, par la ZEC Buteux-Bas-Saguenay. Ouais, donc, c'est vraiment... c'est ça, exactement, parce que si on veut que la vision fonctionne à terme, puis que le plan directeur, les gens y adhèrent, puis mènent des actions, bien, il faut qu'ils soient partie prenante dès le départ, puis qu'on s'entende ensemble où est-ce qu'on veut s'en aller avec cette vision-là. Puis, si les gens sont là tout le long, puis qu'ils se sentent vraiment impliqués, partie prenante, bien, on a plus de chances de succès, là.
Oui, votre sondage a été publié sur les réseaux sociaux. Il y a un site web aussi qui s'affiche probablement à l'écran au moment où on se parle. Les gens ont jusqu'à quelle date pour remplir ce sondage-là? Les gens ont jusqu'au 15 février prochain pour remplir le sondage. Je dirais qu'il prend environ 10 à 15 minutes là, au niveau du temps que ça prend pour le remplir. C'est quand même un petit investissement en temps, mais sachez vraiment que les réponses vont être prises en considération. On a une très, très grande écoute par rapport à tout ce qui va ressortir comme information de cette démarche-là. Pour ceux qui souhaiteront participer, là, il y a un petit prix là, qui pourra être tiré à ceux qui souhaiteront nous laisser leurs coordonnées, là, qui est une nuitée pour 2 dans un refuge de la traversée de Charlevoix. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci.